You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be funny. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je ne suis pas en studio mais chez moi, confinée comme tout le monde. Et je suis en télétransmission avec Marie Telling. Bonjour Marie. Salut Anaïs. Sur Amazon, Al Pacino chasse des nazis. Sur HBO, David Simon se demande ce que l'Amérique serait devenue en 1940 avec un président antisémite. Et dans la nouvelle saison de Westworld, l'occupation sert même de décor à un nouveau parc d'attractions grandeur nature. Pourquoi les nazis s'invitent-ils dans nos séries télé ? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière d'aborder le sujet ? On en parle dans cet épisode, mais avant ça, le pic de la semaine, qu'on devrait peut-être renommer parce que le pic est pas vraiment l'expression qu'on a envie d'entendre en ce moment. Marie, est-ce que t'as plutôt une recommandation de série sympa, débranchage de cerveau à regarder en ce moment ? Alors c'est pas une série, c'est une série mais de télé-réalité. J'avoue que j'ai du mal à me concentrer sur quoi que ce soit à l'heure actuelle et j'ai cherché plein de trucs pour me changer les idées et en fait le seul truc qui a marché c'est la télé-réalité japonaise Terrace House qui est sur Netflix et c'est juste 6 jeunes adultes, 3 meufs et 3 garçons qui vivent ensemble et il se passe rien et c'est génial, c'est hyper apaisant et voilà, je le recommande à tout le monde. Comme chez nous. Voilà, c'est exactement ça, ils sont enfermés dans une maison et rien ne se passe. Et toi Anaïs, c'est quoi ta recommandation, pas ton pic du coup ? Bah moi je recommande Gilmore Girls, c'est un peu ce que je recommande à chaque fois qu'on me demande un truc qui remonte le moral, c'est sur Netflix, c'est une série des années 2000 qui est hyper charmante, où il y a vraiment pas d'enjeu, pas de danger, tout le monde s'entend bien, donc c'est vraiment super, c'est très long, ça dure 7 saisons, donc si vous avez envie de vraiment vous changer les idées, Gilmore Girls sur Netflix, je recommande. Mais bon, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le coronavirus, mais un autre fléau qui fait malheureusement son retour dans la société américaine aujourd'hui, le nazisme et le néonazisme. Et ces dernières semaines, il y a 2 séries qui ont abordé le sujet, chacune de manière très différente, Hunters sur Amazon et The Plot Against America sur OCS ou HBO aux États-Unis. Il y a quelques années, on a aussi eu The Men in the High Castle, donc ça fait 3 séries américaines qui parlent de nazisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces séries-là sont pas historiques, elles sont plutôt uchroniques. Une uchronie, c'est une histoire qui se situe dans le passé, mais dans un passé réinventé et réimaginé. Donc on prend des événements réels du passé et on en fait une fiction en changeant quelques éléments historiques. Donc les 3 séries dont tu viens de parler, aussi bien Hunters que The Plot que The Man in the High Castle, c'est des séries, des uchronies. Alors pour les résumer vite fait, Hunters, ça s'intéresse à des chasseurs de nazis dans les années 70 à New York et en fait là où c'est une uchronie, c'est que ça imagine que les États-Unis sont envahis par un réseau de nazis qui sont arrivés aux États-Unis après la guerre et qui essaient d'instaurer un 4e Reich. The Plot Against America, c'est à la base un livre de Philip Roth. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast parce qu'on avait très hâte de voir la série. C'est un livre de Philip Roth, donc, où il réimagine son enfance dans les années 40, où l'aviateur Charles Lindbergh, qui était un supporter nazi et un antisémite, arrive à la Maison Blanche. Donc, Philip Roth réimagine son enfance dans ce contexte-là. Et ensuite, The Man in the High Castle, ça imagine que la guerre a été remportée par les forces de l'Axe. Et donc, les États-Unis sont séparés entre une partie qui est contrôlée par l'Empire du Japon et une autre partie qui est contrôlée par l'Allemagne nazie. Ouais, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des séries qui essayent juste de raconter ce qui s'est passé dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Shoah, mais qui essayent de réinventer l'histoire. Et je pense que s'il y a une fascination pour ce genre de procédé, pour l'Uchronie, c'est parce que on aime bien se poser la question et si les choses s'étaient passées différemment. On a un peu une fascination du pire, hein, déjà dans la pop culture, c'est toujours très présent. On en a parlé dans notre épisode sur l'effondrement, mais là, je pense que sur le nazisme, faire une uchronie, c'est un peu se rassurer sur le présent, c'est se dire et si les choses avaient tourné différemment, et si l'histoire avait pris un autre tournant, on s'en sortirait beaucoup moins bien. Et donc c'est une manière de se dire qu'au final, notre présent à nous est peut-être plus rassurant, quoi. C'est ça, mais c'est aussi, ça répond à une anxiété qui est bien réelle à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces 3 séries
C'est 3 séries qui racontent du nazisme aux États-Unis spécifiquement, et c'est une expression de peur qu'ont les Américains de voir en fait le nazisme l'emporter aux États-Unis, au sein même d'un pays où il n'y a jamais eu en fait d'invasion nazie, enfin même s'il y avait beaucoup d'antisémitisme dans les années 40 et tout ça, il y a quand même un sentiment de sécurité, en particulier pour la communauté juive depuis des décennies, qui est de plus en plus menacée, avec une résurgence de l'antisémitisme, avec un discours de plus en plus populiste. Il y a énormément de racisme aussi, il y a eu l'attentat de la synagogue de Pittsburgh en 2018, donc il y a vraiment un contexte qui fait aussi que ces histoires parlent à des anxiétés très réelles. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces séries essayent de jouer un peu sur le pouvoir de la métaphore, d'alerter sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Et par exemple, Hunters, donc la série sur les chasseurs de nazis avec Al Pacino, a un personnage de jeune américain néo-nazi, enfin ou nazi carrément en fait, qui est hyper caricatural, et donc lui il représente un peu cette métaphore parce que il représente la nouvelle génération de nazis et quelqu'un qui peut être assez inoffensif au premier abord et qui en fait cache quelque chose de très sombre. Donc c'est une métaphore très claire pour alerter les Américains sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Et on va écouter un extrait où on entend ce personnage un peu expliquer sa motivation. Il se retrouve en prison et il explique à son avocat qu'il a envie de rester en prison. On va l'écouter. You see, I have so much work to do. A war is coming, and I need an army. And this is the honeypot. Hundreds of ignorant, violent white men looking for someone to blame for all their problems. I could not have chosen a better breeding ground if I tried. I tried to recruit them already, to instill them with the teachings, but I've learned that these people respond to actions, not words. Donc on vient d'entendre un extrait de Hunters, et ce qu'il dit pour faire court, c'est qu'il est en prison et il dit j'ai beaucoup de boulot à fournir, j'ai besoin d'une armée, et ici en prison c'est le jackpot puisque je suis avec des centaines de blancs violents et illettrés et j'aurais pas pu choisir meilleur terreau. Donc c'est clairement un message quand on le voit dans la série qui est destiné à l'audience actuelle pour les prévenir, pour leur dire regardez, en fait il y a plein d'hommes blancs qui vont utiliser leur colère à des fins notamment antisémites et violentes, mais bon, la manière dont il le dit, c'est vraiment gros sabot quoi. Ouais, mais c'est un peu le problème de cette série, c'est qu'elle est complètement gros sabot et que c'est une série où la façon dont les nazis sont représentés, surtout les nazis qui sont arrivés d'Allemagne et sont aux États-Unis à ce moment-là, ils sont vraiment extrêmement grotesques, caricaturaux, et surtout, c'est tous des psychopathes, quoi. Et il y a un truc vraiment, c'est des incarnations du mal totales, mais c'est facile, en fait, de penser que tous les nazis étaient des psychopathes, mais ça représente pas du tout la réalité, et ça efface une histoire de 2000 ans d'antisémitisme en Europe, qui ont mené à la Shoah, qui ont mené au nazisme, et donc on ne peut pas dire que tous les nazis étaient des psychopathes parce que c'est beaucoup trop facile en fait. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne regarde pas la réalité en face et on se dit ah ben c'est des incarnations du mal. Enfin c'est à l'opposé de ce que disait Hannah Arendt quand elle parlait de la banalité du mal quoi. Et cette série est vraiment très très caricaturale et n'a aucune subtilité à ce niveau-là, et c'est même assez dangereux. Ouais, exactement. Bah, ce personnage qu'on a entendu dans l'extrait ressemble, moi, il me faisait penser à un méchant de Fargo. Vraiment, il est haut en couleur, quoi. Il est pittoresque. Enfin, il y a un côté presque charmant ou divertissant ou très pop dans la manière dont il est dépeint dans la série, ce qui est hyper dérangeant parce que, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec la banalité du mal. C'est quelqu'un qui est extraordinaire dans le mal qu'il commet. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, je trouve, dans les séries, enfin, où on va parfois utiliser le néonazisme comme une espèce de symbole ou d'incarnation du mal absolu. Et on le voit, par exemple, avec des personnages, quand les scénaristes cherchent un personnage de méchant, c'est le raccourci immédiat. On va voir qu'il a une croix gammée tatouée, par exemple, sur le bras. On l'a vu dans Oz ou dans Justified, avec des personnages qui ont des symboles nazis tatoués sur le corps. C'est une espèce de raccourci pour dire ce personnage est méchant. Mais le problème avec ça, c'est que ça ne s'intéresse pas du tout aux causes, comme tu dis, beaucoup plus profondes de l'antisémitisme. Et c'est un peu pareil dans The Man in the High Castle, où le générique carrément montre une fusion en fait du drapeau américain avec une swastika et le drapeau japonais. Donc c'est des symboles assez criards et assez forts qui sont là pour choquer, mais qui du coup n'ont aucune subtilité, et ça a un côté un peu manipulateur, je trouve.
C'est comme pour titiller en fait une curiosité malsaine chez les spectateurs. Ah mais totalement. Et dans The Man in the High Castle, ils avaient d'ailleurs eu un gros problème parce qu'ils avaient fait une campagne d'affichage dans New York où ils avaient en fait transformé des rames de métro entières à l'intérieur, donc les bancs du métro dans le train avaient été recouverts de drapeaux nazis. Évidemment, ça avait énormément heurté et choqué, surtout dans une ville comme New York où il y a beaucoup de survivants de la Shoah. Et Amazon avait dû présenter ses excuses, donc ça a été un gros scandale, mais en même temps, ça montre en fait le manque de réflexion derrière tout ça et la façon dont ces symboles sont utilisés pour provoquer, mais sans aucune réflexion derrière. Oui, sans réflexion. Et il y a eu une controverse récemment avec Hunters aussi, c'est pour dire à quel point c'est fréquent en fait pour ces séries de pas réfléchir. Hunters, dans le premier épisode, dans le pilote, il y a une scène de flashback, il y en a beaucoup dans la série, des flashbacks sur les camps. Et donc dans le pilote, on a cette scène où un tortionnaire nazi s'amuse à jouer à un échec grandeur humaine, où en fait chaque pièce de l'échiquier est une personne, donc est un déporté, et donc ils sont nus sur cet échec, et en fait à chaque fois qu'une pièce tombe, ils sont censés s'entretuer. Donc c'est une scène mais d'une violence atroce. Et en plus, la réalité d'Auschwitz, c'était pas que des juifs s'entretuaient, hein. Il faut dire ça. Enfin, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Là, en fait, ça retourne un peu la situation. Et puis, c'est comme si les horreurs de la Shoah n'étaient pas assez atroces. Il faut en inventer pour aller un peu dans la surenchère, pour rendre ça, encore une fois, plus pop, enfin, c'est très dérangeant moralement, à tel point que ça a créé une controverse, puisque le musée d'Auschwitz a réagi et a tweeté juste après la sortie de la série. Ils ont dit « Auschwitz était rempli de douleurs et de souffrances atroces, documentées par les récits des survivants. Inventer un faux jeu d'échecs humain n'est pas seulement une bêtise dangereuse et une caricature, c'est aussi une invitation aux futurs négationnistes. Nous honorons les victimes en préservant l'exactitude des faits. » Donc ça a fait énormément réagir parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi la série avait voulu aller aussi loin dans une surenchère de gore de manière qui est limite irrespectueuse pour les survivants, quoi. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde la série, on a un peu l'impression qu'ils n'ont pas du tout réfléchi à tout ça, et en fait, quand le mémorial d'Auschwitz a tweeté ça, le créateur de la série, David Weil, qui est lui-même un petit-fils d'une survivante d'Auschwitz, a répondu dans un communiqué assez long et très réfléchi, avec une réflexion qui se retrouve pas du tout dans la série quand même, hein. Mais ce qu'il explique, c'est que Hunters est une série dramatique, je cite, mettant principalement en scène des personnages fictifs. Elle est inspirée d'événements réels, mais ce n'est pas un documentaire et ça n'a jamais eu la prétention de l'être. Et il explique qu'en fait, ils ont voulu créer d'autres scènes et d'autres tortures à Auschwitz parce qu'ils ne voulaient pas s'approprier le traumatisme réel de certaines victimes. Et ils poursuivent en disant, si la question philosophique plus large est de savoir si l'on peut raconter des histoires sur l'Holocauste qui ne sont pas des documentaires, je pense que l'on peut et que l'on doit le faire. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, cette question de savoir si l'on peut parler de l'Holocauste de façon fictive, c'est une question qui est très très présente dans tous les débats qui ont entouré la représentation de la Shoah à l'écran. Et c'est des débats qui reviennent à chaque fois qu'un film ou qu'une série sur le sujet sort. Et il y a eu même une série qui a été une série phare sur la représentation de la Shoah à l'écran, c'est la série Holocaust qui est sortie en 1978 aux États-Unis. Et à sa sortie, Elie Wiesel avait vivement critiqué la série. À sa sortie et après, il a parlé d'une banalisation de l'Holocauste, d'une trivialisation, et il a parlé d'une idée aussi du kitsch dans la représentation de l'Holocauste qui permet de ne pas vraiment voir ce que c'est. Et il a dit « Personne ne peut raconter Auschwitz après Auschwitz ». Mais ce qui est intéressant avec Holocauste, c'est que la série en elle-même avait quand même fait 49,5% de part de marché au niveau d'audience à la télé américaine. Ça veut dire qu'un Américain sur deux, c'était en 78, donc les gens regardaient la télé, ils n'étaient pas sur leur ordinateur. Un Américain sur deux avait regardé la série et tout le monde en parlait après, et cette série, elle a vraiment eu un impact énorme. Ouais, et ce qui est ouf, c'est que ça a eu un impact aussi très concret en Allemagne. Ça a complètement bouleversé l'Allemagne puisque déjà il y a eu 20 millions de téléspectateurs en Allemagne de l'Ouest en 1979, c'est sorti un peu après les États-Unis, et il y a eu une réaction énorme, ça a été un choc pour beaucoup de téléspectateurs qui n'avaient pas vraiment confronté l'horreur de ce qui s'était passé dans leur propre pays, et il y a eu des dizaines de milliers d'appels, notamment à la chaîne qui diffusait la série, de spectateurs qui étaient choqués, qui étaient en pleurs, qui confrontaient ça pour la première fois, et il y a même eu des cas d'anciens soldats qui ont appelé la chaîne pour confirmer que ce qui était montré dans la série
était réaliste par rapport à ce que eux avaient vu. Donc c'est quand même assez incroyable que juste une série américaine puisse avoir un tel impact sur la société allemande dans son intégralité. Et ce qui est fou, c'est que quelques mois après, il y a des historiens qui pensent que ça a vraiment joué un rôle historique majeur, puisque quelques mois après, en Allemagne, la prescription pour meurtre a été allongée pour que les criminels de guerre nazis puissent être encore jugés s'ils allaient dans les tribunaux. Donc c'est vraiment incroyable et ça montre que ce que ces séries dont on parle essayent de faire, c'est aussi de faire bouger les choses, d'utiliser le pouvoir de la métaphore pour avoir une conséquence réelle. Et en l'occurrence, avec Holocauste, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu triste en même temps parce qu'on se dit que parfois la fiction a plus d'impact que les témoignages des survivants sur le public et sur la société en général. Mais c'est vrai que la fiction peut avoir un énorme impact sur la façon dont on pense ces sujets et surtout sur nos connaissances de ces sujets en règle générale. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont vu la liste de Schindler que de gens qui ont vu Shoah de Lanzmann, malheureusement. Oui, c'est ce que The Plot Against America, la série de David Simon qui vient de sortir sur OCS, essaye de faire aussi, c'est d'avoir un vrai impact sur nos représentations. Ce qui est intéressant, c'est que David Simon, on lui a proposé d'adapter le livre de Philip Roth en 2013. Et à l'époque, il a dit que ça l'intéressait pas trop parce que on était après la réélection d'Obama et il voyait pas vraiment l'intérêt de revisiter une uchronie aussi sombre alors que on était plutôt dans une période d'optimisme politique aux États-Unis. Et en 2016, quand Trump a été élu, il déjeunait avec les chefs de HBO et il s'est souvenu de ça et il a dit non mais attendez, il faut le faire. Donc ça montre vraiment à quel point la réalité politique a eu un impact pour lui sur la décision de réaliser cette adaptation parce que ça lui paraissait complètement absurde en 2013 et puis quand les événements politiques ont changé, là il a voulu s'en emparer et il a dit que très clairement lui son intention c'était non seulement de raconter cette histoire mais c'était pas forcément de parler de 1940 mais vraiment parler de ce qui se passe actuellement, quoi, de faire un parallèle avec la situation actuelle aux États-Unis. Oui, et d'ailleurs, à l'époque de l'élection de Trump, les parallèles entre Trump et Lindbergh dans le livre de Philip Roth avaient déjà été établis par beaucoup de journalistes aux États-Unis. Le New Yorker avait interviewé Philip Roth à l'époque, l'auteur du livre à la base, en lui demandant ce qu'il pensait d'élection de Trump par rapport à ce qu'il avait raconté dans son livre, dans The Plot Against America, et ce qu'il avait dit à l'époque, c'est qu'il comprenait plus l'élection de Lindbergh dans son livre, parce que Lindbergh était un héros de l'aviation, alors que Trump, dans la réalité, n'est rien du tout. Et donc, c'était ce qu'il avait répondu à l'époque quand il avait été interviewé. Donc, le parallèle vraiment entre l'œuvre de Roth et la réalité était très clair, et ça avait été vu comme quelque chose d'assez prophétique, en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la série sort en pleine année électorale aux États-Unis. Et dans la série, c'est quelque chose qui est très présent. Bon, évidemment, ça commence par la campagne électorale de Lindbergh, mais en fait, c'est très présent dans toute la série. On a notamment un des héros principaux qui écoute la radio sans cesse, et la radio est limite un personnage à part entière dans la série, où c'est comme ça qu'il se tient informé de tous les développements de la campagne, de l'élection, des nouvelles politiques. Et c'est pas du tout un hasard que Simon et que HBO sortent cette série au moment où elle sort à l'heure actuelle aux États-Unis. Ah oui, non, c'est sûr, on sent qu'il y a un agenda derrière la série. En regardant la série, pour moi, il y a pas trop de violence. Il y en a un peu dans certains épisodes, mais c'est pas des violences outrancières ou grotesques. C'est une série beaucoup, beaucoup plus glaçante et beaucoup plus angoissante que Hunters ou que The Man in the High Castle sur la réalité aux États-Unis. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que parmi ces trois séries, le genre est très différent, même si c'est trois uchronies. The Man in the High Castle, c'est plus, on est dans le genre de l'espionnage. Hunters, on est dans le genre du comic book, limite. Et The Plot Against America, c'est un vrai drame. Donc ça change aussi beaucoup la manière dont ils ont abordé le sujet, quoi. Déjà, c'est David Simon qui s'empare du sujet, et ça est un sujet qui a été écrit par Philip Roth. Donc il y a un niveau intellectuel autrement plus élevé et au niveau de la subtilité autrement plus élevé que Hunters. Et donc la façon dont ils abordent ce sujet et dont ils abordent la montée des politiques antisémites et des politiques oppressives, c'est beaucoup, beaucoup plus intelligent que dans Hunters. C'est situé dans un noyau familial dans le New Jersey, dans une famille de juifs américains très assimilés et qui commence à ressentir toutes ces politiques sur son quotidien. Et on voit vraiment, c'est bouleversant quand on voit le père qui refuse de quitter son pays parce que c'est son pays et qui refuse d'admettre la réalité, qui a une obstination un peu désespérée
parce qu'il comprend pas, enfin, il se dit que c'est pas possible que ça se passe dans son pays. Il y a l'angoisse de la mère. C'est quelque chose de très, très... C'est très sournois et c'est très, enfin, c'est un slow burn. Ça veut pas dire que c'est lent, mais c'est très sournois et c'est très subtil la manière dont ça s'immisce peu à peu dans leur vie. Et c'est pour ça, je pense que c'est la plus efficace des trois. C'est parce que c'est réaliste. Ça montre bien que, en fait, c'est pas du jour au lendemain, on va pas planter des swastikas partout. Par contre, ça montre que même à l'intérieur de la famille, tout le monde ne ressent pas ces changements de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques. Et donc, c'est hyper subtil, c'est très très fin. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la série. Et ce qui est très intéressant aussi, le livre était raconté du point de vue de Philippe, qui dans le livre a 9 ans. Et en fait, bon, la série est racontée de plusieurs points de vue, parce qu'ils n'avaient pas faire que du point de vue d'un enfant, mais les personnages des enfants sont très très importants. Et on voit vraiment l'impact de ce quotidien et de ces politiques sur la vie d'un enfant et sur sa perte de l'innocence. Et ça brise le cœur vraiment. Et surtout, ça fait penser énormément aux enfants victimes de la politique de séparation à la frontière du gouvernement Trump, et on se dit que c'est pas un hasard que ça nous fasse penser à ça et que c'était voulu par David Simon. D'ailleurs, il l'a dit, il a expliqué en parlant de sa série que évidemment il y a une montée de l'antisémitisme actuellement aux États-Unis qui est très préoccupante, et les Juifs américains sont plus menacés qu'ils ne l'ont été depuis des décennies aux États-Unis, mais il a aussi précisé que les personnes les plus marginalisées à l'heure actuelle, pour lesquels il faut faire un parallèle aussi dans la série, c'est les musulmans, c'est les personnes de couleur, enfin c'est vraiment les migrants, beaucoup de personnes aux États-Unis, les migrants, voilà, qui sont marginalisés. Et donc la série parle d'antisémitisme très clairement, mais il faut aussi la lire comme une métaphore de l'intolérance qui est de plus en plus présente aux États-Unis, et qui, non seulement dans la culture mais aussi dans les actes politiques américains. Oui, et des politiques populistes et oppressives du gouvernement américain à l'heure actuelle. Voilà, donc on recommande vraiment The Plot Against America, qui est disponible sur OCS. C'est une super série. Certes, c'est pas hyper feel good, mais vraiment, on vous la conseille, c'est incroyable. C'était PIC TV. Merci Marie de nous avoir appelés depuis chez toi. Merci Anaïs de m'avoir appelé aussi. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire comment vous vous occupez pendant la quarantaine et quelles séries vous regardez. Ça nous fait de la compagnie. En attendant, prenez bien soin de vous. À plus!